Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du rapport politique et rapport politique que j'ouvre par un message d'affection et de solidarité pour les Marseillaises et les Marseillais et notamment celles et ceux qui sont victimes de ce terrible drame d'effondrement de plusieurs immeubles dans le centre de Marseille. Et le premier message, c'est nécessairement un message d'affection, donc de solidarité, de félicitations et de remerciements pour toutes celles et ceux qui sont allés faire preuve d'actes de solidarité envers celles et ceux qui étaient les premières victimes de ce drame. Mais le deuxième message, c'est aussi un message de colère face à une situation du logement, du mal logement en France, à Marseille, dans cette circonscription, une des plus pauvres de France, mais y compris à l'échelle du pays tout entier, une situation du mal logement qui est insupportable et le sentiment que finalement il faut à chaque fois attendre un drame pour que enfin on dénonce cette situation, pour qu'enfin les pouvoirs publics s'attaquent à ce problème et à ces difficultés. Le rapport de la Fondation Abbé Pierre, sorti cette année, estime à peu près 3 millions de logements, des logements qui sont frappés par ces cas d'insalubrité. Et dans le même temps, le gouvernement organise par exemple le démantèlement du logement social, la privatisation du logement social, la vente à la découpe du logement social qui va aggraver encore ces situations de mauvais entretien, d'insalubrité du logement et plonger un nombre de familles encore plus grand dans des situations de mal logement. Message d'affection donc, de solidarité et bien sûr de colère. Ce week-end avait lieu aussi le référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie. Vous savez que ce référendum était prévu c'est la suite d'un processus, un processus qui a été engagé après des épisodes extrêmement douloureux en 1988 par les accords de Matignon, en 1998 par les accords de Nouméa, qui avaient reconnu d'abord le fait colonial en Nouvelle-Calédonie et qui avaient engagé un processus de décolonisation qui passait par l'organisation d'un premier référendum d'autodétermination, c'est celui que nous avons vécu ce week-end, et dans l'hypothèse où les néo-calédoniens votaient contre, de nouveaux référendums prévus dans les prochaines années. Ce référendum a donc vu la victoire du non, et il y aura donc de nouveaux référendums. En tout cas, c'est ce que nous espérons, et nous disons à celles et ceux qui remettent en cause la parole donnée, qui remettent en cause les processus des accords qui ont été construits par des compromis, qui ont été faits par les différentes parties dans cette histoire, que celles et ceux qui veulent remettre en cause ces accords jouent avec le feu, et qu'il ne peut pas être question de remettre en place ces accords, surtout, encore une fois, dans une histoire qui a été une histoire extrêmement douloureuse. Pour notre part, nous avions dit que nous nous en remetterions à la décision du peuple calédonien, que bien sûr que la Nouvelle-Calédonie sépare la France serait un déchirement, mais qu'en même temps nous partageons les aspirations des indépendantistes pour l'égalité sociale sur une île qui taux de chômage d'à peu près 14%, mais taux de chômage qui atteint les 35-40% dans les provinces à majorité kanak. Et donc la question qui est posée aujourd'hui, c'est la question de l'égalité réelle, de l'égalité en fait, de comment se trouvent sur ce territoire pas des citoyens qui sont séparés en deux, avec une partie qui serait des citoyens de seconde zone. Et c'est à ce processus-là qu'il faut s'attaquer, par des mesures politiques concrètes, en favorisant la souveraineté alimentaire de l'île, en favorisant la souveraineté énergétique de l'île, en organisant des politiques de développement qui sont bien loin de ce modèle du libre-échange que met en avant en permanence le gouvernement, les accords de libre-échange qui génèrent un territoire qui est un territoire extrêmement dépendant aujourd'hui des importations et qui est confronté à des difficultés économiques croissantes. Et donc ce processus de décolonisation doit se poursuivre jusqu'à son terme, y compris avec les nouveaux référendums d'autodétermination qui seront prévus dans les années qui viennent. Hier matin, le président de la République était invité à la radio. Il nous a fait, comme d'habitude, j'ai envie de dire, un long exercice d'auto-justification sur les choix politiques qui sont les siens depuis son arrivée au pouvoir. Toujours cet appel à la patience, c'est-à-dire que quand on est du côté du peuple, de ceux qui souffrent, de ceux qui ont des difficultés pour aller aux fins de mois, il faut toujours attendre la conséquence et le résultat des politiques qui sont mises en place. Mais quand on est du côté des grandes banques, des multinationales, de ceux qui se gorgent sur notre dos, les impacts et les résultats sont immédiats. Quand le président de la République a supprimé l'impôt sur la fortune, ça a été un impact immédiat pour les plus grandes fortunes de ce pays. Mais on attend encore les mesures pour faciliter la vie de celles et ceux qui ont toujours plus de difficultés pour tout simplement vivre dignement. On a donc eu cet exercice d'auto-justification, y compris jusqu'à l'affaire Benalla, où le président de la République s'en est pris aux oppositions qui avaient dénoncé cette affaire extraordinaire et exceptionnelle.
sans se soucier des difficultés qu'elle posait sur les méthodes policières, sur l'indépendance de la justice, sur le sentiment d'avoir une justice à deux vitesses. Surtout quand on voit que quand on va perquisitionner chez M. Benalla, on le prévient la veille pour que lui, il ait le temps de vider le coffre-fort. Mais surtout, le président de la République a été interrogé sur les colères qui montent dans le pays, notamment autour de la hausse des carburants. Et on voit bien qu'il a peur de l'ampleur que pourraient prendre ces mobilisations qui sont prévues le 17 novembre prochain. Et il s'est engagé dans un exercice de bricolage à peu près incompréhensible et qui ressemble assez fortement à une entourloupe autour de défiscaliser des dispositifs régionaux qui existeraient dans certaines régions pour... En fait, on ne comprend rien tout simplement parce qu'il ne veut pas s'attaquer au problème qui est posé et qui est certain dans un grand nombre d'endroits dans le pays, de celles et ceux qui n'ont pas d'alternative possible au choix de la voiture individuelle et qui se retrouvent impactés dans leur vie quotidienne par la hausse de ces carburants. Hausse de carburant qui ne peut pas considérer comme une mesure écologique à partir du moment où elle s'accompagne pas de dispositifs d'accompagnement pour les personnes les plus modestes, à partir du moment où elle n'inscrit pas un principe qui serait un principe de pollueur-payeur, à partir du moment où elle ne cible pas d'abord, par exemple, le transport aérien, le kérosène, le transport routier, mais qu'elle s'en prend uniquement aux individus et à celles et ceux qui, encore une fois, n'ont pas d'alternative possible. Alors le gouvernement nous présente ça comme une mesure écologique. Non, dans ces conditions, c'est pas une mesure écologique, même si bien sûr qu'on partage cet objectif qu'à moyen terme, à long terme, d'une société qui serait une société débarrassée du diesel, des particules, de tout ce qui pourrit notre vie et notre santé au quotidien, de tout ce qui nous amène dans la catastrophe écologique. Mais dans ces conditions-là, c'est pas une mesure écologique, c'est une mesure antisociale. Il n'y a pas une personne dans ce pays qui prend sa voiture pour aller travailler et qui ne le fera plus parce que le diesel et le carburant sera plus cher. Et au contraire, ça sera un repas en moins, ça sera peut-être une sortie au cinéma en moins pour celles et ceux qui ont la chance de pouvoir le faire. Donc c'est une mesure antisociale, une mesure qui cible une partie de la population et on comprend et on ne peut que comprendre les aspirations et les colères grandissantes dans un mouvement qui est un mouvement auto-organisé qui est prévu pour le 17 novembre prochain. On comprend encore moins et on croit encore moins à l'idée que cette mesure serait une mesure écologique quand elle se fait dans une cohérence politique qui est à l'inverse des choix écologiques nécessaires, quand dans le même temps on désorganise le service public du rail et qu'on privatise et qu'on organise la privatisation de la SNCF, quand dans le même temps on détruit et on supprime des services publics, on décale des hôpitaux, on supprime les services publics de proximité, obligeant parfois à traverser un département entier pour avoir un accès aux soins, quand dans le même temps on refuse de légiférer sur l'interdiction des pesticides et des glyphosates, quand dans le même temps on organise la privatisation des barrages hydroélectriques, alors qu'ils constituent à peu près 70% de l'énergie renouvelable aujourd'hui dans ce pays. Et c'est d'ailleurs sur ce sujet, les barrages hydroélectriques, que nous allons proposer d'engager une campagne, puisque la privatisation des barrages hydroélectriques est prévue et est demandée, exigée par la Commission européenne et mise en œuvre par le petit copiste de cette commission qui est notre président de la République aujourd'hui. Et donc cette question-là va être une des questions de la campagne européenne. Est-ce que oui ou non nous acceptons dans notre pays que d'ici à 2030, 150 barrages soient soumis aux logiques du privé, que cela puisse conduire à des hausses de tarifs, que cela empêche aux barrages de jouer le rôle qui est normalement le leur, c'est-à-dire un rôle de régulation qui permet d'adapter la production et la consommation énergétique au quotidien. Bien sûr que nous ne pouvons pas l'accepter, nous ne pouvons pas accepter de donner ce patrimoine public du pays aux compagnies privées et nous nous mobilisons contre ce sujet avec notamment ce que nous vous proposons, en tout cas un week-end de mobilisation, de rassemblement autour de ces barrages qui aura lieu le 24 et le 25 novembre prochain. Et cette campagne, la campagne de la France Insoumise, nous l'amènerons aussi avec celles et ceux qui nous rejoignent dans cette bataille, qui sont notamment le groupe autour de Emmanuel Morel, Marie-Noëlle Lienemann, qui sont plus de 1000 socialistes à avoir quitté le Parti Socialiste pour venir rejoindre nos combats de la France Insoumise. Et nous sommes très heureux de cette convergence, qui est une convergence exigeante de fond, mais qui nous permet, je crois, de continuer à élargir ce que représente aujourd'hui la France Insoumise, première force d'opposition bien sûr, mais demain première force d'alternative. En tout cas, c'est ce à quoi nous travaillons et cette campagne commune sur les barrages sera une première étape dans la campagne européenne qui elle-même sera une première étape avec cet objectif que de cette force d'opposition que nous constituons aujourd'hui, nous devenions demain la première force d'alternative et que nous puissions enfin exercer le pouvoir et engager les grands changements dont a besoin aujourd'hui notre pays. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rapport politique. Et d'ici là, passez une bonne semaine, bon courage. Et soutien aux ambulanciers qui ont manifesté hier contre la réforme de la sécurité sociale qui va rendre l'exercice de leur travail encore plus difficile.
Et d'ailleurs, notre camarade Muriel Ressiguet a posé hier une question à l'Assemblée nationale sur ce sujet. C'était un petit mot de soutien pour finir ce rapport politique. Bonne semaine à vous et à la semaine prochaine.